Salut le speaker, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans la partie 2 de l'interview avec Michel Poulart, conférencier spécialisé dans l'audace et dans l'optimisme, où on va voir justement dans cette deuxième partie comment performer en tant que conférencier professionnel. Dans la partie 1, on avait vu tous les deux justement comment devenir un conférencier hors pair. Donc si tu n'as pas déjà vu cette première partie que je t'invite à regarder, tu peux cliquer soit ici, soit dans le lien dans la description pour la regarder. Si j'étais toi vraiment, j'y irais parce que sinon je risquerais de rater du contenu qui est vraiment très intéressant. Comme tu le sais, je découpe mes interviews en plusieurs parties, donc si tu ne veux rien rater, je t'invite à t'abonner là juste en dessous en cliquant sur le bouton et en activant la petite cloche pour activer les notifications et être tenu au courant dès que je publie la prochaine vidéo. Bon allez, on se retrouve dans l'interview et surtout bon visionnage. Ciao ciao. Alors pour quelqu'un qui aimerait, ça c'est vraiment une question que j'aimerais bien cerner, parce que j'ai vu pas mal d'interviews justement de personnes dans la PNL, etc. qui disaient il faut imiter les personnes qui ont ce succès dans leur domaine. Et toi, ta clé justement du succès pour devenir un conférencier professionnel et qui performe dans son métier de conférencier professionnel, ça serait quoi vraiment ta clé, celle qui te guide au jour le jour quoi? Je connais cette expression d'imiter l'autre, de reproduire et de se calquer sur l'autre. On appelle ça l'association, donc tu peux t'associer à quelqu'un d'autre. Il y a du bon et du moins bon dans cette technique. C'est-à-dire que à vouloir imiter quelqu'un d'autre, ça a du bon, c'est que juste imiter pour imiter, ça a du bon dans ce sens où tu vas apprendre des techniques en te synchronisant sur quelqu'un d'autre. Bien sûr. Okay. Le revers de la médaille, c'est qu'en te synchronisant sur quelqu'un d'autre, tu deviens sur quelqu'un d'autre, et en général, tu es la mauvaise copie de quelqu'un d'autre. D'accord ? Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'une mauvaise copie de quelqu'un d'autre. Tu ne peux être le meilleur résultat que de toi-même. Je suis assez mitigé par rapport à cette pensée que pour être bon, copie les autres. Moi, j'ai envie de changer le mot et de dire inspire-toi des autres. Inspire, ouais, d'accord. Alors, il y a bien entendu des modèles dans du sport, par exemple, qui te suggèrent de copier des sportifs et de reproduire ce qu'ils font de bien pour arriver au même résultat. Alors, si, bien entendu, ça peut fonctionner, bien entendu, à un moment donné, dans le speaking qui fait appel à une personnalité, dans le sport, on ne cherche pas une personnalité, on cherche une performance. Donc, dans la mesure où tu cherches une performance, bien entendu, si tu copies littéralement le même processus, les mêmes process que l'autre, tu auras le même résultat. Il n'y a pas de souci. Si c'est ce résultat-là que tu cherches, très bien. En revanche, ce qui fait l'originalité et l'intérêt d'un conférencier, c'est qu'il soit unique. Unicité. Donc, inspire-toi des autres, inspire-toi de ce qu'ils font de bon et pose-toi la question, comment ce que j'ai vu là qui m'a touché, je peux l'appliquer dans mon propre discours ou qu'est-ce que lui, il a fait? Essayer d'analyser la méthode qu'il a utilisée pour arriver à faire en sorte qu'il soit rentré dans ton cœur et te dire, ok, comment maintenant moi, je peux appliquer ceci tout en restant moi-même, tout en gardant mon identité, dupliquer cela à ma façon. Dans le monde de la conférence, copier, non, inspirer. Inspirer, oui, d'accord. Donc prendre les outils, mais pas prendre les outils comme une fin en soi, mais comme un moyen de se l'accaparer pour notre personnalité à nous. Quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Tu peux voir un conférencier et te dire waouh, putain, c'était génial, sa façon de bouger ou sa façon de ne pas bouger. Parce que il y a des moments, il y a des conférenciers qui ne bougent pas. Quand tu regardes un TED, ils sont sur ce petit point rouge, ils ne bougent pas, il y a des gestuels, il y a du non-verbal, puis il y en a qui en font beaucoup, trop, il y en a qui le font assez. Et de regarder d'un œil critique pour t'inspirer, te dire ok, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce que je peux utiliser. Et c'est la raison pour laquelle j'assiste tous les ans à plusieurs conventions de conférenciers professionnels, parce que ça m'inspire. Non, je ne cherche pas à copier, je cherche à analyser ce qu'ils ont fait pour arriver à toucher les gens. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc en gros, si je vois un conférencier devant moi qui a un très bon body language, une très bonne gestuelle au niveau des mains, je ne vais pas essayer de refaire exactement la manière dont il bouge ses mains au centimètre près, mais voir la manière qu'il a, lui, d'utiliser cette gestuelle pour que moi, je l'utilise à mon tour, en gros. Je vais poser la question différemment, je vais nuancer ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est juste, mais je vais nuancer. Oui. C'est comment a-t-il fait, lui, pour paraître aussi naturel dans sa gestuelle? Ok, super. Le danger de l'imitation de la gestuelle, c'est que ta gestuelle va devenir robotisée.
et tu vas avoir des gestes qui seront en décalage avec tes paroles. Il y a des gens qui sont sur le net et qui parlent et qui le geste vient au mauvais moment parce qu'ils sont il y a le geste qu'il faut que je fasse. Non, c'est d'arriver à comprendre comment lui a réussi à se sentir tellement à l'aise qu'il puisse faire des gestes qui soient en phase et alignés avec son discours. D'accord. Donc il ne faut pas que le geste soit réfléchi. Il faut arriver à un moment donné à travailler sur toi de telle façon que tu arrives à être tellement à l'aise que ta gestuelle se libère d'elle-même et qu'elle ne soit pas provoquée. Alors parfois, il va falloir travailler sur ta gestuelle dans ce sens où peut-être que tu es trop gestuel et ça va vite devenir fatigant pour l'audience. Peut-être pas assez, ça peut paraître aussi un peu monotone également, donc on a besoin de non-verbal pour communiquer, mais ça doit être du verbal sincère, du verbal automatique et non réfléchi. Voilà, trop de gens, je connais des gens qui font de l'Anthony Robbins et qui se trompent parce qu'ils essayent de faire les mêmes gestes qu'Anthony Robbins, mais tu sens bien qu'il y a une dissonance entre ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, leur voix et les gestes qui parfois même sont en décalage parce qu'ils ils sont pas synchro. Ça sonne faux. Voilà, ça sonne faux. Ça sonne faux parce que c'est pas eux. Voilà, donc le travail d'observation se fait à ce niveau-là. C'est de dire qu'est-ce que lui, il a dû faire sur lui pour arriver à maîtriser cette gestuelle pour qu'elle soit aussi naturelle possible. D'accord, ok. Donc vraiment t'inspirer, ouais. Donc ça, ta clé du succès, c'est t'inspirer des meilleurs pour non pas les copier, mais vraiment t'inspirer et voir comment est-ce qu'eux, ils ont fait pour toi aussi performer. C'est un process que tu dupliques. Qu'est-ce que lui, il a mis en place que moi, je peux mettre en application pour être moi-même à ma place et être le conflit unique. C'est ça. Donc en fait, oui, c'est ça. Tu t'inspires du process, mais pas du résultat. Exactement. Voilà. Parce que le résultat, c'est le tien. C'est ça, c'est le tien, oui. Ça correspond au travail que lui, il a fait sur lui. Bien sûr. Et tu ne peux pas dupliquer le travail que quelqu'un a fait sur soi-même. Bien sûr. Voilà, c'est exactement ça. C'est que tu dupliques un process qui fait que toi, tu peux t'approprier ces gestes-là, mais les tiens, ceux qui t'appartiennent. D'accord, d'accord. Super intéressant, super intéressant. C'est vraiment quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord. Tu fais très bien de le préciser parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent tomber dans cette erreur-là en fait. Et moi le premier, quand j'ai commencé, je suis tombé dans cette erreur-là, à vouloir imiter, à vouloir refaire du David Laroche, du Robbins. En fait, au final, je me suis dit, mais non, c'est pas moi. C'est pas moi et c'est pas authentique. Je fais aussi du coaching d'hommes politiques. Je coach plusieurs politiciens dans leur discours. D'accord. Et il y a des gestuels de politique, il y a des gestuels, oui. Il y a des langages non verbaux qui correspondent à des messages et qui correspondent également à des typologies narratives. D'accord. Donc, il y a des gestes que l'on doit voir en politique parce qu'il y a des messages qui sont inconsciemment pris par l'inconscient collectif. Ah ouais, ouais, ouais. Et il y a des gestes qu'il faut faire et qui doivent être présents. Néanmoins, ils doivent être acquis en corrélation avec le discours. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de fond qui est fait avec ces politiciens, et c'est là où tu vois les meilleurs politiciens des moins bons, c'est que moi je repère aujourd'hui très facilement ceux qui ont été mal coachés ou qui n'ont pas eu suffisamment de coaching et qui savent qu'ils doivent faire un geste mais qui est là au mauvais moment. D'accord. D'accord. Il y a des gestuels qui ont un impact sur l'inconscient collectif. Et quand on connaît cette gestuelle-là, on peut l'utiliser également en conférence pour amplifier un message, mais il faut les connaître. C'est quelque chose qui se travaille vraiment des heures durant. Ça doit vraiment se maîtriser. On n'utilise pas un geste à mauvais escient. Moi, j'ai vu des politiciens vouloir faire des gestes parce qu'ils savaient que ces gestes devaient être faits. Et tu te dis, pourquoi là? Voilà, il faut savoir les utiliser. Le langage non verbal est très, très important. C'est important, totalement d'accord. Totalement d'accord, parce que ouais, j'ai fait mon 5e discours, c'était justement sur la gestuelle, et je me retrouve dans ce que tu viens de dire. Et c'est vrai qu'il y a des moments, quand je revois la vidéo, c'est pas naturel, je vois que je l'ai forcé. Je l'ai forcé. Et par contre, quand je sors un petit peu de ce que j'ai travaillé, parce que je n'ai pas assez travaillé justement, eh bien, ça recommence à devenir plus naturel et plus authentique. C'est vrai que c'est fou. Tu peux trouver le naturel à partir du moment où tu as intégré ton message. Je dis bien intégré, pas appris par cœur. Ouais. Bien sûr, tu peux l'apprendre par cœur. Il faut passer par cette phase-là où tu apprends ton texte par cœur. À partir du moment où tu apprends ton texte par cœur et que ça reste à ce niveau du par cœur, tu vas devenir robotique dans ta façon de faire ton discours et tout sera robotisé. D'accord? Et il n'y a pas de place au naturel parce que tu es encore dans la maîtrise du texte. Ouais. À partir du moment où tu as intégré ton sujet, tu as intégré ton texte,
À ce moment-là, tu auras moins de trac parce que tu n'auras plus de soucis à te faire sur ce que tu as intégré, puisque tu l'intègres, et puis tu pourras être libre, tu pourras te concentrer sur ce que tu es, parce que tu n'as plus à réfléchir sur ce que tu pourrais dire ou tu devrais dire. Tu vas devenir naturel. Et tout est en effet une question de préparation. Excellent, excellent. D'accord, donc toujours se préparer, c'est toujours ça qui revient à la préparation. Se préparer, et quand tu parles, c'est intègres-tu ton discours? Est-ce que tu es intégré? Est-ce que tu le vis? Tout ce que tu le récites. Tant que tu le réciteras, tout sera mécanique. Tout sera dans la mécanique et très peu d'émotions se passent dans la mécanique. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre des sujets qui nous passionnent et qui nous correspondent, où on a une histoire à raconter qui nous est personnelle, parce que là, au moins, on sort de la mécanique. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'au final, on raconte ces histoires, mais c'est mes seuls moyens, je trouve, de vraiment toucher son auditoire, parce que c'est personnel et c'est là qu'on transmet de véritables émotions. Ouais. Ouais, au final, ouais, d'accord. Clairement, clairement. Alors, j'avais une question aussi à te poser, dans le cadre d'une conférence, ou même d'un discours, une prise de parole basique. Comment est-ce que toi tu fais pour faire des conclusions qui soient vraiment impactantes? Parce que moi j'ai un gros souci à ce niveau-là, c'est l'un des plus gros défauts que je puisse avoir en prise de parole, c'est vraiment les conclusions qui tombent souvent à l'eau et qui on me dit ouais mais Cyril, tes conclusions elles auraient pu être un petit peu plus impactantes, on s'attendait à mieux, c'était bien tout le long du discours, mais à la fin ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quoi. Donc toi, quel conseil tu aurais à me donner, mais aussi à celui qui nous écoute, pour faire des conclusions qui font waouh? La conclusion, elle est extrêmement importante. Elle est aussi importante que ton introduction et ton entrée sur scène. C'est extrêmement important. Les deux choses que les gens vont se souvenir le plus, c'est comment tu es arrivé sur scène, parce que c'est la première impression. La première impression, elle a toujours un impact, et ta sortie de scène. Et j'ai envie de dire, si il y a vraiment quelque chose qui doit être soigné en tant que conférencier, c'est comment tu rentres sur scène et quelles sont tes premières paroles, les 30 premières secondes, et comment tu vas quitter la scène. Et il y a des techniques très importantes, c'est que c'est le moment où ce que j'évite de faire, en tout cas moi je suis pas fan, il y en a qui le font, c'est de faire le résumé de toute ta conférence que tu as faite, mais là, tu perds en impact. Justement, tu dois garder le public que tu as monté, elle te fait monter en émotion. C'est terminé par exemple sur un engagement. D'accord. Ouais. Voilà, par exemple, et vous, où en êtes-vous? En fait, il faut que tu impliques ton audience avec toi. Tu dois le faire pendant toute ta conférence, mais à la fin, tu fais ce qu'on appelle un appel à l'action. Ouais, le call to action. À vous de jouer, par exemple. Moi, il y a des conférences où je dis tout simplement, je termine mon sketch du sac poubelle, je le fais en deux parties. Je commence ma conférence avec, je termine avec cette conclusion, où je mets une partie de ce sac poubelle sur la tête et je dis maintenant on peut chanter sous la pluie, mais ça peut être par exemple et maintenant c'est à vous de jouer. Et en fait, il faut que tu parles au public, il faut que tu fasses comprendre à ton auditoire que le message que tu leur as donné leur appartient, tu leur as fait un cadeau et tu fais un appel à l'action. Maintenant, si vous voulez vivre ce que j'ai vécu, faites et mettez en application ce que je vous ai dit. Vous allez, voilà, un truc comme ça. Ça peut être une merveilleuse citation, ça peut être ta punchline, parce que ça aussi, il faut travailler ta punchline. Chaque conférence d'avoir ta punchline. Si tu peux la terminer avec ta punchline. Donc, il y a plusieurs façons de terminer ta conférence, mais ta conclusion doit être ou un appel à l'action, ou une citation, ou comment dire, répéter, ou tu dois faire appel à une émotion que tu as vécue pendant le conférence. D'accord. Donc super intéressant. Donc vraiment, ouais, toujours cette technique, voilà, du call to action, c'est-à-dire l'appel à l'action, une citation, ça c'est intéressant à utiliser aussi, une punchline ou une émotion suggérée durant ton discours. Exactement. Ou alors reboucler la boucle, ça c'est intéressant aussi, on m'avait parlé de ça. Exactement. Ça peut être une phrase du style personne n'est né avec une prédisposition à l'échec. Ou le vrai échec, au fond, c'est probablement celui d'abandonner. Et tu peux terminer là-dessus. Voilà, on termine là-dessus, tac. Un truc impactant. Comme un slogan presque. Comme un slogan qui est ta punchline. Ouais, punchline, ok. Ouais. Cette phrase fonctionne très très bien quand je parle en conférence d'échec. C'est terminé, je termine ma conférence, mais juste avec ça, c'est le vrai échec est probablement celui d'abandonner. D'accord. C'est juste une phrase, mais tu termines avec ça. Ok, super. Voilà, cette deuxième partie vient de se terminer, j'espère qu'elle t'a plu. J'invite à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, pour me dire si t'as apprécié, si t'as moins apprécié, ou si t'as même appris quelque chose. Ça me fera extrêmement plaisir à moi et surtout à Michel.
Donc, on se retrouve d'ici quelques jours dans la 3e partie. Je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant dès que je publie cette 3e partie et les parties suivantes. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, on n'en est pas speaker, on le devient. Ciao ciao.